nous avons vu la notion de partition. Maintenant, voyons la notion de classe modulo un sous-groupe. Classe modulo un sous-groupe, elles vont nous donner une partition et cette partition, elle va nous donner une sommation suivant les partitions et c'est cette sommation qui va nous donner le fameux théorème de Lagrange qui est le théorème central de cette partie. Le point culminant de ce cours. Donc, étant donné G, un groupe noté multiplicativement, et H, un sous-groupe de G, et X, un élément de G, on appelle classe à gauche modulo H de X, l'ensemble XH. C'est tout simplement l'ensemble des X fois H, où H appartient à H. Donc, quelques remarques, l'ensemble HX, où on met le H à gauche et le X à droite, ça s'appelle la classe à droite modulo H de X. Donc c'est la même définition que les classes à gauche, mais en le mettant de l'autre côté. Bien sûr, si on est dans un groupe abélien, c'est-à-dire dans un groupe abélien, quel que soit X et quel que soit H, XH égale HX. Donc à ce moment-là, les classes à droite et les classes à gauche, elles sont égales, c'est la même chose. Dans un groupe non abélien, on verra des exemples, il peut se produire que les classes à gauche soient égales ou différentes des classes à droite. Et ça va dépendre de X et de H. Dans un groupe abélien qui est noté additivement, la classe modulo H, donc quand on a cette notation en notation additive, ça serait X plus H, la classe à gauche, et la classe à droite c'est H plus X. Donc si le groupe est abélien, les deux classes sont égales, et on préfère noter H plus X plutôt que X plus H. C'est un peu ce qu'on a fait, si vous vous rappelez, dans cette partition. Ici, on va voir que cette partition, l'ensemble des nz plus k, ici nz c'est l'équivalent de h, le k ici c'est l'équivalent de x, et on l'a écrit plutôt nz plus k plutôt que k plus nz, mais k plus nz bien sûr ça revenait à la même chose. Alors voyons voir quelques exemples. Alors à quoi ça sert ces classes? Les classes, ce sont souvent on peut les voir apparaître souvent quand on cherche à résoudre des équations. Alors, considérons la première équation qui est en notation multiplicative, c'est l'équation z puissance 3 égale 2 d'inconnu z appartient à c étoile. Alors on aurait pu mettre d'inconnu z appartient à c, ce qui serait revenu au même, puisque de façon évidente, 0 n'est certainement pas une solution de cette équation, puisque 0 à la puissance 3, ça fait 0, ça ne fait pas 2. Alors, si on veut résoudre cette équation, on peut utiliser une méthode qui est assez bien connue, qui s'appelle méthode de superposition. On va commencer par chercher une solution évidente, une solution particulière. Une solution particulière évidente, on va chercher, au lieu de chercher dans tous les nombres complexes, on va chercher un nombre réel qui vérifie cette équation. Alors il y a un nombre réel évident qui vérifie cette équation, c'est la racine cubique de 2. On l'a appelé R pour ne pas avoir à écrire partout racine cubique de 2, mais pensez que ici R ça désigne simplement racine cubique de 2. Alors c'est évident que racine cubique de 2 à la puissance 3 ça fait 2, et donc R est une solution de E. C'est une solution évidente, une solution particulière. Une fois qu'on a une solution particulière, on va faire une sorte de changement de variable et on va poser W qui va être une nouvelle inconnue qui sera Z divisé par R, c'est-à-dire l'inconnu de cette équation divisé par la solution particulière. Et on remarque, si on pose W égale Z sur R, que en fait ça fait que Z égale RW. Si on remplace ici Z par RW, ça fait R au cube, W au cube. Comme R au cube, ça fait 2. Le 2 va se simplifier et on va trouver que Z au cube égale 2, ça équivaut à W au cube égale à 1. Et W au cube égale à 1, c'est une équation dont on connaît bien la structure des solutions, puisque l'ensemble des W qui appartiennent à C étoile et qui vérifient W au cube égale à 1, c'est un groupe. C'est le groupe C3, le groupe cyclique C3, qui contient les nombres complexes 1, J et J carré. Donc, on connaît bien la structure de l'équation W3 égale à 1,
et l'équation z au carré égale à 2, on est ramené à cette équation avec ce changement de variable. Donc ici, on peut en déduire que l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est la classe de R modulo C3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, comme Z égale RW, et que du coup W, lui, il appartient à C3, et ben Z, il appartient à RC3. Et RC3, c'est R fois, C3, c'est 1J carré. On peut distribuer le R à l'intérieur, et ça fait cet ensemble. Donc, on a un petit peu ici une superposition que vous avez vu beaucoup dans le monde additif, où par exemple, quand on résout une équation différentielle, on additionne une solution particulière et une solution générale de l'équation sans second membre. Donc ici, on est en notation multiplicative, donc il faut penser que cette équation en notation multiplicative, l'équation sans second membre consiste à remplacer le second membre par l'élément neutre. Donc si on est en notation additive, le second membre, on va le remplacer par 0, mais en notation multiplicative, le second membre, il faut le remplacer par 1. Donc on a une solution particulière, et la solution générale de l'équation sans second membre, c'est-à-dire l'équation où le second membre a été remplacé par l'élément neutre, c'est-à-dire l'équation W3 égale à 1, cette équation, elle a comme solution générale le groupe C3. Donc on va pas additionner, puisqu'on est dans un monde multiplicatif, on va multiplier. Ici on va RC3, c'est la multiplication d'une solution particulière, R qui est une solution particulière, et C3 qui est la solution générale de l'équation sans second membre, de l'équation où le second membre a été remplacé par l'élément neutre, ici 1 parce qu'on est en notation multiplicative. Le deuxième exemple, donc ici vous voyez RC3, c'est à ça qu'il faut penser quand on a ici XH. Voilà, ici XH, et ben, ici par exemple c'est X égale R et H c'est C3. Ok, dans le deuxième exemple, on va utiliser la notation additive. Donc on considère l'équation x plus y moins z égale à 1, dont l'inconnu c'est le vecteur xy z qui appartient à R3. Donc un peu comme tout à l'heure, on va chercher d'abord une solution particulière. Bon, il y a bien sûr des solutions particulières évidentes ici, qui consistent à prendre x égale à 1, y égale à 0 et z égale à 0. Donc c'est le vecteur 1, 0, 0 qui est une solution évidente de E, une solution particulière de E. De la même façon que tout à l'heure, on va faire un changement de variable. Donc ça, c'est la nouvelle variable, c'est l'équivalent du W ici, est égal à l'ancienne variable moins la solution particulière. Donc ici, le moins, c'est en notation additive, l'équivalent de ce qu'on a fait ici de diviser. Et de la même façon que tout à l'heure, on voit que cette équation, elle revient à une équation où on a 0, c'est-à-dire le second membre ici a été transformé en l'élément neutre, et l'ensemble des x', y', z' tels que x' plus y' moins z' égale à 0, lui c'est un sous-groupe de R3, c'est même un sous-espace vectoriel, c'est-à-dire c'est un sous-groupe qui en plus est stable par multiplication par un scalaire, et donc on a que l'ensemble des solutions de l'équation x plus y moins z égale à 1 peut apparaître comme la classe de P, donc le plan qui est le plan d'équation x' plus y' moins z' égale à 0, plus la solution particulière. Donc ça veut dire que c'est un plan qui est parallèle à ce plan, qui lui passe par 0, c'est le plan qui est parallèle à ce plan, qui est parallèle au plan d'équation x' plus y' moins z' égale à 0, et qui passe par le point 1, 0, 0. Donc c'est pas un plan vectoriel, c'est ce qu'on appelle un plan affine. Donc la géométrie affine, qui étudie les plans et les droites qui ne passent pas forcément par 0, par opposition à la géométrie vectorielle, ça s'appelle la géométrie affine. La géométrie affine, c'est tout simplement l'étude des classes de sous-groupes additifs de R3 qui sont des sous-espaces vectoriels. Alors, voyons voir un exemple, l'exemple numéro 3, un exemple
un peu plus intéressant, un peu plus dirigé vers la théorie des groupes, puisque on va être dans une situation où on a un groupe qui est non abélien. Parce que les deux exemples, ici on avait une notation multiplicative, ici une notation additive, mais on était dans les deux situations dans une situation de groupe abélien. On considère le groupe symétrique S3. Le groupe symétrique S3, c'est un groupe avec 6 éléments. On considère S, c'est le 2 cycles qui échangent 1 et 2, et R, c'est le 3 cycles qui envoie 1 sur 2, 2 sur 3 et 3 sur 1. On a déjà pas mal étudié ce groupe symétrique. On sait que S est un 2 cycles, donc il est d'ordre 2. R, c'est un 3 cycles, donc il est d'ordre 3. Et quand on calcule SR, on voit que ça fait que l'image de 1, alors l'image de 1 c'est 2 et l'image de 2 c'est 1, donc l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 3 et l'image de 3 c'est 3, l'image de 3 c'est 3, l'image de 3 c'est 1 et l'image de 1 c'est 2, donc l'image de 3 c'est 2, hein. Donc attention, quand on calcule SR, il faut commencer par R et ensuite S, hein, parce que on ne met pas le rond, parce comme on en écrit plein, hein, si on écrivait des ronds, on n'aurait pas fini d'écrire des ronds partout, mais on n'oublie pas quand même que ça c'est des compositions et qu'il faut commencer par d'abord faire celui qui est à droite. Et donc ça, on remarque que c'est égal à R carré S. R carré S, donc on peut calculer très simplement un R carré S. Alors R carré, puisque R il est d'ordre 3, R carré c'est l'inverse de R, c'est-à-dire on prend R et on va du bas vers le haut. Donc si on fait S, 1 il devient 2 et 2 il devient 1, 2 il devient 1 et 1 il devient 3, 3 il devient 3 et 3 il devient 2. Donc on retrouve 1, 3, 2 et donc on a cette égalité. Si on calcule SR de la même façon, on voit que SR il est égal à R carré S, mais SR est différent de RS, qui fait que le groupe symétrique il est non abélien. Donc on peut s'intéresser au sous-groupe engendré par S. Le sous-groupe engendré par S, comme S il est d'ordre 2, il contient id et S, et le sous-groupe engendré par R, il contient id, R et R carré, puisque R il est d'ordre 3. L'ordre d'un élément, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans le sous-groupe engendré par cet élément. Donc ici, il est classe modulo S. Il y en a 3. Il y a cette classe qui est la classe de id et la classe de S, modulo le sous-groupe engendré par S. Il y a cette classe qui contient R et RS, et cette classe R carré, le sous-groupe engendré par S, qui contient R carré S. Donc on voit que les classes ici, elles forment une partition, puisqu'il y a 6 éléments dans le groupe S3, et là on voit qu'ils sont regroupés 2, 2, plus 2. Le sous-groupe engendré par R, lui, contient 3 éléments, et donc du coup il n'y a que 2 classes, puisque c'est des classes de 3, une classe qui contient ces 3 éléments, une classe qui contient ces 3 éléments. Alors, on peut remarquer que ici, si on regarde le sous-groupe engendré par S, et qu'on regarde la classe de R à droite, et la classe de R à gauche, eh ben, on trouve qu'elles ne sont pas pareilles. La classe à droite, elle contient SR, et la classe à gauche, elle contient RS. Bon, toutes les deux contiennent R, mais comme une contient SR et que l'autre contient RS, eh ben, elles ne sont pas égales. Ces deux classes, la classe à gauche, elle n'est pas égale à la classe à droite. Par contre, si on regarde le sous-groupe engendré par R, eh ben, et qu'on regarde la classe de S modulo le sous-groupe engendré par R, ici la classe à droite et ici la classe à gauche, eh ben, elles sont égales. Parce que l'ensemble qui est là, ben, S il est égal à S, RS il n'est pas égal à SR, mais il est égal à SR2. Donc cet élément-là, il est égal à celui qui est là en troisième position. Et celui qui est en troisième position ici, il est égal à celui du milieu. Donc en fait, cet ensemble, cette classe, dans un ensemble, l'ordre, il n'a pas d'importance. Et en fait, cet ensemble est égal à cet ensemble. Donc ici, on a deux éléments, R et S, qui ne commutent pas, mais une classe, la classe du sous-groupe engendré par R, la classe de S, modulo le sous-groupe engendré par R, la classe à droite, elle est égale à la classe à gauche. Donc c'est ce qu'on avait dit, ça dépend de X et de H.
des fois, les classes à gauche, elles peuvent être égales aux classes à droite, même si le groupe n'est pas abélien. Et des fois, elles peuvent être différentes, comme c'était le cas pour les autres qui avaient celle-ci. Ok, voilà pour cette partie. Il n'y aura plus que la troisième partie où on va démontrer le théorème de Lagrange.